L'actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto. Louis-Philippe Dubé au micro principal avec Gabriel Gélina et Hugues Gonneau encore une fois. Bonjour. Cette semaine, bonjour messieurs. Grosse émission encore une fois. Cette semaine, on va commencer par des actualités, la chronique rétro, puis on va avoir en entrevue le président et copropriétaire de la concession Fortier Auto qui ferme ses portes après 111 ans d'existence à Montréal. On va parler avec le président des différents défis de l'industrie automobile et comment ça touche les concessions. Puis, ben, c'est une concession Ford, fait qu'on va parler de pas mal de Ford aussi dans nos actualités. Il y a eu également le Monterey Car Week la semaine dernière. On va avoir quelques voitures assez exotiques qui sont sorties de cet événement-là, qui fait rêver tout de même à chaque année. Donc, sans plus tarder, Gabriel, quand Jim Farley a dit à Chevrolet la semaine dernière qu'il a battu le record avec la ZR1X sur le Nürburgring, Game on. On s'attendait à ce que ça soit une voiture de course qui embarque sur le Nürburgring, mais c'était pas ça pantoute. Ou à tout le moins, une version plus rapide encore de la Ford Mustang GTD. Oui, exactement. Ouais, mais c'est pas avec ça que Ford a décidé de répliquer à Chevrolet sur le Nürburgring. C'est plutôt avec la Ford Supervan 4.2. Alors... techniquement, ce véhicule est inscrit, a établi le 9e meilleur temps pour un modèle de série. On va le dire avec des très gros guillemets. Immense guillemets. Parce que ça n'a rien. C'est un transit, là. Ouais. À la base, un peu le look de transit, mais c'est un véhicule expérimental avec lequel Ford a remporté, par exemple, Pikes Peak avec ce véhicule-là. Donc, on parle ici d'un véhicule au look absolument... radical, comme vous pouvez le voir. Et c'est un véhicule électrique. Donc, c'est un véhicule électrique qui a une motorisation qui est capable de développer 2000 chevaux. Bon. Alors, avec ce véhicule-là, le pilote français Romain Dumas, qui est un pilote d'endurance qui a notamment gagné les 24 heures du Mans avec Porsche. Là, notamment. Lui est allé rouler sur le circuit du Nürburgring avec ce véhicule-là et il a fait un temps de 6 minutes 48 secondes 393 millièmes. Encore une fois, le 9e meilleur temps pour un véhicule de série, de production. Évidemment, Et on a des images... On joue avec les règlements, là. C'est ça qu'on fait en course. Mais on a des images, vous le voyez, vous allez le voir rouler sur le circuit. Perso, là, moi, j'ai déjà fait un tour comme passager sur le Nürburgring avec Frank Stepler au volant d'un prototype d'un Audi RSQ8. Et je peux vous dire que c'est vraiment impressionnant quand tu es à bord d'un véhicule conduit par un pilote professionnel. Regardez ses mains sur le volant. Regardez la vitesse à laquelle on roule. Là. Et les décélérations intenses, les accélérations très vite. Évidemment, c'est un circuit incroyable avec plus d'une centaine de virages, beaucoup de dénivelé, tout ça. Ouais. Pour faire un temps là-dessus, il faut vraiment être un pilote professionnel et surtout avoir de l'expérience sur ce circuit-là. Et donc... voilà, Ford a réussi à battre de la Chevrolet ZR1X. Si le constructeur à l'Ovale Bleu n'a pas dévoilé une GTD plus rapide qu'elle l'avait dévoilée sur le Nürburgring pour battre ce record-là, ben elle a quand même dévoilé une GTD dans le cadre du Monterey Car Week. C'est une GTD entièrement faite en fibre de carbone. Là, on en avait une avant, une GTD Carbon Series, qui avait des panneaux de fibre de carbone, etc. Un petit peu plus pour le look. Mais là, on y va vraiment dans quelque chose de radical avec la fibre de carbone exposée. C'est la Liquid Carbon. Et en fait, le fait que les portes sont en fibre de carbone, que les ailes soient en fibre de carbone et qu'il n'y ait pas de peinture sur le véhicule, ben on sauve 13 livres comparativement à la Carbon Series équipée de l'ensemble de performances. Là, il faut le rappeler au monde que la Mustang GTD, c'est un véhicule qui, ça se vend aux États-Unis, je pense, 300 quelques mille dollars en dollars américains. Bon, c'est quand même un véhicule hors de prix. La Liquid Carbon va être encore plus dispendieuse. Mais pour ceux qui cherchent quelque chose d'assez exclusif, avec 13 livres en moins, je crois que c'est assez radical.
Évidemment, on le rappelle, en 815 chevaux. Avec le V8 5.2 litres surcompressé, là, c'est vraiment un véhicule performant. Puis ben, on a battu quand même un record qui a duré quelques temps sur le Nürburgring avant que la minivan ou le fourgon de Ford arrive. Ouais. Alors, si Darth Vader avait une voiture, ce serait probablement celle-là. Ouais. avec un look comme ça. Mais aussi, je pense qu'il faut souligner, dans le cas de la GTD, la contribution de la firme canadienne Multimatic. Qui a collaboré, qui a travaillé sur des voitures exclusives pour Aston Martin, le Concept One, je pense, de Aston Martin il y a très longtemps. Ouais. Qui a assuré la production de la deuxième GT. Oui, la Ford GT, tout à fait. Ouais, donc, Ford GT en 2017, là, lancé en 2017. Qui a développé aussi les éléments de suspension sur ce modèle-là, la GTD aussi. Oui. Donc, ça, c'est un peu une fierté canadienne, en quelque sorte, de voir que cette firme-là... Oui, c'est bien de le mentionner parce que Multimatic, à Markham, développe également les suspensions pour des camions GM, camions Ford. Et Ferrari. Oui, aussi. Camion Ferrari. On peut dire ça maintenant. Oui, puis en fait, au Salon de l'Auto de Montréal, on avait une GTD l'an dernier, justement, parce que j'imagine que ça a été à cause de la contribution de Multimatic, assez canadien, là, si on veut. On a eu le droit d'en avoir une. Toujours chez Ford, ben, on fête le 60e anniversaire du Bronco. Ouais. La semaine dernière, on parlait d'un ensemble qui allait être disponible au public, cet ensemble 60e anniversaire. Là, maintenant, à Monterey, on s'est lâché un peu lousse, si on peut se permettre ça. Puis là, ben, on fait un clin d'œil au Bronco Roadster. Oui, inspiré avec un look qui est vraiment inspiré des années 60. Une couleur assez frappante, là, un blanc qui rappelle le blanc Wimbledon, je pense. Oui. Donc, on sait qu'à Wimbledon, les joueurs de tennis qui participent à ce tournoi n'ont pas le droit de porter des couleurs, ils doivent jouer en blanc. Donc, ici, c'est le même principe. On a retenu cette couleur-là. Et on veut rendre hommage aussi au Bronco U13 Roadster de 1966. Donc, il y a déjà eu un Bronco Roadster et ce véhicule-là est véritablement un hommage à ce véhicule-là. Et donc, bon, évidemment, c'est un concept. C'est un véhicule qui est produit strictement juste pour capter un peu l'attention. On dit jamais, on n'aime pas ça dire jamais, mais ça fera probablement jamais un véhicule de production. Non, parce que ça, non. C'est pas mal moins utilitaire qu'un Bronco. C'est ça. Par contre, à l'avant, tu as la planche de bord de ce véhicule-là qui est identique à celle d'un Bronco actuel. Donc, alors, il y a certains éléments là, qui sont littéralement ceux du modèle de série. Oui. On a gardé l'écran, le bloc d'instrumentation, la boîte manuelle aussi qui est là dans le véhicule. Donc, puis, ben, la belle sellerie un peu argentée là, qui fait NASA là, des années 60. Je trouve que c'est assez spécial comme concept. Puis, ben, c'est le fun à voir justement dans le cadre du Monterey Car Week. Je pense qu'on va probablement voir d'autres concepts du Bronco parce que Ford va étirer la sauce du 60e anniversaire. Ils ont parfaitement intérêt à le faire. Oui, absolument. Bon, ben Gabriel, on va parler d'un véhicule un petit peu moins flashy, moins rapide sur le Nürburgring, puis qui n'est pas un concept, mais c'est la... Nettement moins. C'est ça, la Nissan Leaf, en fait, qu'on a parlé à quelques reprises à l'émission. Moi, je suis allé la voir en personne chez Nissan, puis j'ai pu un peu embarquer dedans, puis voir comment que ce véhicule-là avait évolué, qui a l'air d'un véhicule pas mal plus gros, mais qui ne l'est pas, en fait. Là, un véhicule qui est plus court, qui est juste plus utilitaire que qu'est-ce qu'il a déjà été. Puis évidemment, ben là, on sait les prix, puis Nissan frappe fort. Oui, effectivement, avec la Leaf S+, le PDSF pour le modèle de base, c'est 44 998 $, donc juste en dessous de la barre des 45 000 $. Ouais. Évidemment, il y a des modèles SV+, et Platine qui vont aller chercher plus cher, 47 998 dans le premier cas et 52 798 pour le modèle Platine Plus. Ouais. Et ben, ce que là, on voit, bon, effectivement, c'est la nouvelle Leaf de 3e génération, parce qu'on est rendu là maintenant, mais un look qui est véritablement presque un pseudo VUS, là, si on peut le dire comme ça, là, avec un gabarit qui est très, très différent de celui de la Leaf tel que l'on a connu, certainement très différent du premier modèle. Oui, on a perdu, on a gagné en largeur, je pense, on a perdu quelques litres dans le coffre, si je me rappelle bien, puis il y a aussi la version S
de base, qu'on connaît pas les prix encore, mais qui va avoir une plus petite batterie. Oui, 53 kWh. C'est ça, puis qui devrait peut-être être encore plus agressive dans le prix. Là, on sait que c'est admissible aux subventions au Québec. On connaît pas encore qu'est-ce que le fédéral va faire, mais j'imagine que Nissan va attendre un petit peu de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça, mais on y va. Je pense qu'on veut se reprendre là, chez Nissan. Oui, donc 2 batteries, donc 53 kWh pour le modèle de base, 75 kWh pour les modèles plus équipés, ce qui donne une autonomie qui serait probablement voisine des 480 km. Ouais. Et surtout aussi un port de recharge NACS, c'est la tendance maintenant. Ouais. Donc, et aussi avec une puissance de recharge maximale de 150 kW. Ouais, regrettes-tu le port CHAdeMO? Oh non, oh my God! Je suis content que tu mentionnes ça. CHAdeMO, c'est Puis en plus, je conduis un Outlander PHEV cette semaine. Et qui a ça, un port de recharge rapide. Pour un hybride rechargeable, c'est rare, mais là, c'est un port CHAdeMO, donc faut... Mais au Québec, les bornes du circuit électrique en ont encore, mais quand tu vas à l'extérieur, ça peut être un peu plus difficile. Sauf qu'on s'entend qu'on fait la transition. Merci Hugues, vers la sélection naturelle. La sélection naturelle, exactement. Donc... je veux parler de Nissan aussi encore parce que on va poursuivre dans la discussion de ce constructeur-là. Nissan a le Frontier, mais on peut dire Frontier aussi au Québec, qui est la camionnette intermédiaire, qui est une camionnette fiable, qui paraît bien quand même, mais qui n'est pas aussi populaire et pas aussi agressive dans ses variantes que, par exemple, GMC Canyon, Chevrolet Colorado, puis le Ford Ranger. Aujourd'hui, Nissan a dévoilé quelque chose on s'associe avec Roush, c'est ça que je trouve cool. Roush, qui est un préparateur américain très connu aux États-Unis, puis pour la première fois, Nissan s'associe avec cette compagnie-là pour offrir une version R du Nissan Frontier, puis j'aime qu'on utilise la lettre R parce que R chez Ford, avec les Broncos, etc. C'est pas un modèle qui va être en vente tout assemblé. C'est plutôt un modèle, si je comprends bien, qui est un ensemble d'équipements qui va venir avec le Frontier. Mais je trouve que ça y fait du bien là, à la camionnette d'avoir ça parce que justement, on n'a pas toutes ces variantes-là. Dans un premier temps, c'est un Ford Frontier Pro 4X avec la désignation R pour Roush Racing, by Roush, exactement. Donc, Pro 4X chez Nissan, là, on se met à utiliser ça à toutes les sauces. Je viens de conduire récemment un Nissan Armada Pro 4X. Donc, encore une fois, on essaie de prendre un modèle de série puis de lui donner plus d'aptitude en conduite hors route avec des équipements spécialisés, une montre pneumatique aussi qui est adaptée. Mais dans ce cas-ci, avec cet ensemble Roush, on va vraiment dans le sérieux, là, avec une suspension qui a été développée spécifiquement pour ce modèle-là, avec des amortisseurs Öhlins 2.0 avec réservoir externe. On parlait de Multimatic tantôt, on peut parler de Öhlins aussi, parce que Öhlins, qui est un grand partenaire chez Volvo, notamment avec les véhicules de performance Polestar, etc., c'est de la grosse artillerie. C'est ça, l'artillerie lourde. Donc, ça nous permet d'envisager que ce camion-là va être capable vraiment d'aptitudes en conduite en route qui vont être nettement supérieures à celles, évidemment, d'un Frontier conventionnel et même d'un Frontier Pro 4X, parce que celui-là, évidemment, on est vraiment plus dans l'extrême. Oui, évidemment. Puis, ça capte un peu l'attention des gens qui sont dans le marché, justement. Moi, je suis un peu déçu qu'ils soient associés, parce que si j'ai bien lu les nouvelles, il n'y a pas de modification de moteur. Non. Et je trouve que s'associer avec Roush, qui est un préparateur renommé spécialement pour des produits Ford, la Mustang pour ne pas la nommer, je trouve ça dommage qu'il y ait juste une suspension améliorée. Nissan aurait pu faire ça tout seul comme des grands. J'ai un peu de misère à comprendre l'idée à part du marketing, l'idée d'associer Roush, alors qu'en fait, justement, ils n'ont pas fait jouer leur magie en termes de préparation de moteur et
d'esthétique aussi, Roush. Quand ils sortent des voitures, c'est quelque chose. C'est dans ta face. Puis tu sais, qu'est-ce que je mentionnais au début aussi, c'est un ensemble qui est installé dans une concession certifiée. Donc, souvent, quand on faisait ça chez Ford, c'est un peu, on pouvait jouer un peu de tout parce que c'était Roush qui garantissait ses équipements. Ford n'était pas vraiment impliqué là-dedans, mais on pouvait l'installer, puis tu avais tout le service qui venait avec. On aurait tu pouvais vraiment avoir des voitures très, très, très modifiées avec des peintures. Absolument. Puis on aurait pu, comme tu dis, aller chez Nissan avec des modifications mécaniques pour que les gens disent, ben OK, là, c'est intéressant d'aller chez Nissan avec ça. Surtout, c'est l'idée d'associer ce nom qui est quand même prestigieux pour finalement arriver à un produit qui doit être très intéressant à conduire, mais qui ne se distingue pas tant que ça du Pro 4X. C'est peut-être une première étape. Peut-être qu'il y a d'autres choses à venir. Une première étape qu'il faut mentionner aussi parce que là, dans les dernières nouvelles, au Canada, on a arrêté d'importer les Nissan Frontier, Murano, etc. parce que justement, pas définitivement, mais le temps qu'on ait une entente avec les États-Unis, donc ces véhicules-là ne sont pas importés à l'heure actuelle. Donc, il va falloir attendre pour voir si, non seulement on revient avec le Frontier tel qu'il est dans les prochains mois, mais aussi avec un ensemble comme ça, peut-être possiblement disponible au Canada. Gabriel, je veux parler d'une légende de l'automobile, un ancien ingénieur de McLaren, Gordon Murray. Qui est, bon, on le croise au Monterey Car Week, on va le croiser, des véhicules assemblés d'une main de maître à The Quail, par exemple, qui s'est déroulé la semaine dernière. Là, on parle de deux véhicules qui sont inspirés de légendes là, qui viennent de sortir des ateliers de Gordon Murray. Tout à fait. Alors, Gordon Murray, pour vous le situer rapidement, d'abord designer de Formule 1, travaillait chez Brabham notamment. Il avait conçu la fameuse Brabham BT46 avec un énorme ventilateur à l'arrière qui faisait une succion sous la voiture et donc qui avait permis à Niki Lauda de rouler tellement rapidement sur un circuit que cette technologie-là, ils décidaient de ne pas l'adopter. Il l'a emballé comme la Concorde. Exactement. Donc, et par la suite, Gordon Murray est allé chez McLaren et c'est là qu'il a conçu la fameuse McLaren F1 qui a comme redéfini les standards des voitures exotiques dans les années 90. Avec la position de conduite centrale. Poste de pilotage central et tout, avec moteur V12 BMW. Et donc maintenant, depuis ce temps-là, il a fait aussi la Gordon Murray Automotive T50. Et là, maintenant, deux voitures qu'ils ont présentées qui sont directement inspirées de la célèbre McLaren F1 des années 90. Celle-ci, qui est la GM SV Le Mans GTR. Donc ça, évidemment, c'est une référence au fait que la McLaren F1 GTR avait gagné les 24 heures du Mans en 1995. Donc, premier au classement général. C'était tout un exploit cette année-là. Surtout que la voiture n'avait pas été conçue pour faire de la course. Exactement, parce que c'était véritablement une voiture de série qui avait été modifiée, adaptée justement pour participer aux 24 heures du Mans. Et donc, on voit très bien là, dans le style de cette auto-là, ces références-là à la McLaren F1, donc évidemment le poste de pilotage central, mais surtout un moteur V12 atmosphérique 4 litres, 661 chevaux et surtout une zone rouge à 11 000 tours minute. Wow. Donc ça va hurler ce moteur. Fait que c'est cool. 24 exemplaires vont être construits seulement. Un tarif qui n'a pas été communiqué. Mais ça devrait coûter un peu plus que 50 000 $. Je pense. Ça va être en dessous des subventions. C'est ça, faut s'attendre à ça. Il n'y aura pas de subvention sur cette voiture-là. Quand on sait qu'une Gordon Murray Automotive de T50 sans option, ça démarre à 3 millions US. Alors, celle-ci, je pense qu'on va être pas mal au nord de 5. Tu peux doubler quasiment, Et l'autre voiture, ça a été, c'est une voiture qui s'appelle la S1LM, qui a été commandée à 5 exemplaires par un seul et même client. Mais celle-là, elle est très fidèle à la McLaren F1. Là, c'est très, très proche. Et donc, ça ressemble beaucoup effectivement à la McLaren F1. Surtout la partie arrière. Si on regarde la partie arrière, donc il y a les jantes à 5 branches là-dessus, les 4 échappements au centre, et aussi l'immense aileron arrière sur la voiture. Les fleurons, oui, tout à fait. Et sous le capot, le même moteur V12 atmosphérique, mais ici 4,3 litres, boîte manuelle à 6 rapports. Ça prend ça. C'est très cool. Donc, une puissance
de plus de 690 chevaux pour un poids qui n'a pas été communiqué, mais selon moi, on est à peu près... On doit friser le 1000 kilos à peine. On est autour de la tonne. On est au régime. C'est ça, exactement. Et bon, le prix n'a pas été dévoilé non plus, mais le fait qu'il y a un client qui en a commandé 5... Pas besoin de dévoiler le prix de toute façon, ça n'a aucun intérêt. C'est lui qui va décider combien ça vaut. Ce client-là va décider combien ça vaut. Mais là aussi, c'est pareil, il a dû la payer un petit peu plus qu'1 million. Pièces, c'est ça. Non, on parle de probablement 5-6 millions de pièces. Ce qui est fou, c'est que toi, tu peux acheter des pièces détachées de rechange. Lui, il s'est acheté ses voitures de rechange directement. Ah, ben ouais. Chérie, j'ai abîmé la McLaren. C'est pas grave, il y en a encore 4 autres dans le garage. Ouais, ce qu'on apprête, c'est comme on appelle un donor car. C'est ça. Voiture, Et c'est ça qui fait un peu le charme du Monterey Car Week, c'est qu'à chaque année, quand tu te pointes là, que tu vois ce qui est dévoilé, il y a toujours ces surprises qui sortent de l'ordinaire et des bagnoles qui font rêver absolument. Puis c'en est deux là, qui ont été vraiment la S1, moi, quand je l'ai vu, ça a été un choc. Là. C'est magnifique. Un vrai coup de cœur. Une voiture que je veux parler brièvement, l'Acura RSX. Là, je vais arrêter de dire que je suis déçu qu'on ait repris ce nom de modèle-là, mais on a reçu des nouvelles images de l'utilitaire électrique chez Acura, qui va être le premier à emprunter la nouvelle plateforme là, développée par Honda Acura et non la plateforme qui est partagée avec General Motors. On n'a pas encore, c'est un effeuillage, là, on n'a pas encore les données, les prix, les puissances, etc. Par contre, on fait une espèce de petit clin d'œil aux années 90 avec l'interface du système du véhicule. En fait, l'interface du système d'infodivertissement va s'appeler Asimo. Et si vous êtes vieux comme moi, vous vous rappelez d'Asimo, c'est le robot qu'on voyait là, chez Honda. Oui, c'est un des premiers robots humanoïdes à justement avoir la capacité de descendre des escaliers, ce qui à l'époque était un exploit. Et moi, j'ai encore dans mon bureau la figurine. Ah, tu l'as, c'est ça. Moi, je me rappelle de l'avoir vu. C'est l'ancêtre de Optimus, le robot de Tesla, avec une bouille un peu plus sympathique. Ouais, qui a peut-être un peu plus mal aux genoux. Donc voilà, écoutez, on va avoir plus d'informations sur l'utilitaire RSX dans un futur proche, mais les nouvelles images, on pensait que c'était important de... On n'a pas grand-chose. On n'a pas grand-chose pour les informations techniques. Pour les informations techniques, on parle de 2 moteurs, donc un rouage intégral à commande électronique, donc de freins Brembo, une suspension sport. Aucune photo n'a été partagée de l'habitacle de ce véhicule. Donc, c'est très générique, quoi. Il va y avoir un écran, c'est sûr. Quelle surprise. Je tombe de ma chaise. En terminant le bloc nouvelle, je veux parler de Polestar parce que, en Europe, puis aussi, on se force à essayer de faire des records de kilométrage sur une seule charge, etc., pour un peu vanter les mérites là, de ces véhicules-là. Puis on a quand même, chez Polestar, battu un record avec la Polestar 3, qui est un véhicule quand même très technologique, très pesant. On a été capable, en Europe, d'aller chercher 1000 km sur une charge avec un Polestar 3. Là, c'est un Polestar 3 avec un simple moteur à l'arrière, une configuration qui est l'idéal pour faire ce type d'affaires-là. Bon, on n'a pas tous les détails non plus sur comment ça a été fait, le terrain, la régénération, etc. Mais somme toute impressionnant. Là, 1000 km, je vais te dire tout de suite. Puis sous la supervision des records Guinness. Là, pas juste... Ce que l'on sait, c'est que ça s'est produit au Royaume-Uni, donc du côté de l'Angleterre, mais on n'a pas de détails sur le type de route sur lequel ce véhicule a circulé, la vitesse à laquelle il a circulé aussi. Tout ce qu'on sait, c'est que ça leur a pris 22 heures et 57 minutes avant d'épuiser la batterie, c'est quand même beaucoup. Et surtout qu'ils ont obtenu une autonomie qui est largement supérieure à celle de la norme WLTP de 706 km, qui est déjà une norme optimiste là, pour ce véhicule-là. Donc, comment ils ont réussi à faire plus que 706 km sur une charge,
On ne sait pas comment ils l'ont conduit, à quelle vitesse, encore une fois. Ils ont dû aller au Pays de Galles, dans des routes bien tranquilles, là où Top Gear faisait ses essais. Et partir au point le plus élevé. Puis descendre jusqu'en bas. Oui, c'est ça. Mais c'est pas mal... je trouve que c'est quand même bien d'être capable de voir ça pour des véhicules qui sont gros technologiques comme Polestar, justement. Puis je pense que Polestar met beaucoup d'efforts pour développer des batteries, non seulement qui offrent beaucoup d'autonomie, mais également qui vont survivre à nos climats, hein, parce que le développement est fait en Scandinavie. Puis, nous, c'est ce qui nous intéresse ici. Puis, souvent, quand on parle de véhicules qui sont développés en Californie ou qui sont développés dans des climats qui sont plus chauds, ça nous intéresse un peu moins pour un véhicule qui roule 4 saisons au Québec. On perd la moitié de notre autonomie ou 40% ou 30% selon la technologie de batterie. Mais chez Polestar, par exemple, on fait vraiment des efforts pour limiter ça. Oui, mais pourtant aussi, tous les constructeurs qui développent, peu importe le modèle, vont aller faire des tests en hiver du côté de la Suède, de la Scandinavie, dans les régions très, très nordiques. Mais effectivement, le fait que Polestar soit une marque suédoise, entre guillemets, parce que les véhicules sont produits en Chine, mais maintenant aussi en Corée du Sud, tarif oblige. Donc, ils vont produire des véhicules du côté de Busan, en Corée du Sud. Donc, effectivement, Polestar qui a établi ce record. On va peut-être essayer de faire ça en hiver, tiens, pourquoi pas. Évidemment. Voilà. Au retour, on reçoit Michel Salotti, copropriétaire de la concession Fortier Auto à Montréal. Le guide de l'auto. Bon, mais les gars, on en parle souvent ici à l'émission. À l'heure actuelle, l'industrie surmonte de nombreux défis. Et ces défis-là se trouvent au niveau des constructeurs, de l'électrification, des tarifs, etc. Puis surtout, au niveau des concessions, on entend beaucoup de concessions qui commencent à fermer leurs portes, se réorganiser. Puis, c'est rare qu'on reçoit des gens de concessions ici à l'émission, mais je pense que c'est important parce que ce sont ceux qui tâtent le pouls un peu de l'industrie au niveau du détail. Puis aujourd'hui, je voulais recevoir M. Michel Salotti, qui est le copropriétaire et président de la concession Fortier Auto. C'est une concession Ford à Montréal qui a annoncé la fermeture éventuelle de ses portes après 100 ans d'existence. M. Salotti, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Merci d'être avec nous. Mais ça me fait plaisir. 100 ans? Quand même, et qu'est-ce qu'on apprend, c'est que vous êtes là depuis 40 ans, vous, dans cette concession-là. Vous êtes un homme de l'industrie, là, on peut le dire tout de suite. Racontez-nous un peu votre parcours là, avec Fortier Auto quand vous êtes arrivé il y a 40 ans de ça, mais une concession qui avait déjà beaucoup d'histoire. Il y avait beaucoup d'histoires. Effectivement, cette année, c'est le 111e anniversaire d'existence de Fortier. Moi, je suis rentré ici comme vendeur, en fait, à l'âge de 23 ans, en 1984. Et puis, de fil en aiguille, d'une tâche à l'autre, de vendeur à directeur des ventes, directeur général des ventes. Puis finalement, on a eu l'opportunité d'acheter la concession avec mon ancien partenaire, Denis Vallière, en 1994. Donc, cette année, ça fait 31 ans que je suis propriétaire de la concession. Wow! Si vous cherchez un peu dans votre mémoire les meilleures années chez Fortier Auto, c'était quoi? On peut parler de modèles, on peut parler des meilleures années de l'industrie que vous avez vécues. Nous, on a fait notre marque beaucoup dans les véhicules d'occasion. On était probablement, je pourrais dire, le premier concessionnaire à vraiment faire une grosse business de la division des véhicules d'occasion. OK. On a assigné une bâtisse à part. On était les premiers à vendre des gros chiffres, des gros volumes. Exemple, 2000 détails par année, véhicules d'occasion. Ça s'était jamais vu. Alors, je vous dirais que ça a été des années vraiment le fun de vivre cette croissance-là. Oui, évidemment. On avance un peu dans le temps. Qu'est-ce qu'on apprend? C'est qu'en 2018, là, vous aviez certains investissements à faire. C'est un peu ça a commencé un peu en 2018 que vous deviez prendre des décisions au sujet de la concession, mettre des investissements. Racontez-nous ça un petit peu cette année-là, puis cette décision-là. En fait, 2018, ça a été l'année où on a commencé à envisager l'avenir parce qu'en fait, avec les manufacturiers en général,
on a des échéanciers pour rénover nos bâtisses. Ouais. Puis nous, on savait depuis un bon bout que pour nous, la date fatidique, c'était 2025. Alors, puis on avait aussi... on savait aussi que le métro s'en venait. Nous, on est localisé en Anjou. On savait que le métro s'en venait à 2 pas de la concession. Oui. Alors, on se disait, waouh, il va falloir investir beaucoup d'argent en 2025. Il va falloir regarder la réalité aussi parce que le terrain prenait beaucoup de valeur. Puis on avait beaucoup de gens qui nous approchaient, des développeurs immobiliers, puis qui démontraient de l'intérêt pour le terrain. Alors, j'ai commencé à travailler avec des professionnels pour m'aider, dans le fond. Puis on a commencé des démarches auprès de la ville pour essayer de voir s'il n'y avait pas moyen de créer un concept dans lequel on aurait pu mettre des propriétés, des tours à condos, en fait, ou des tours à logement, puis intégrer à ça un concessionnaire automobile d'importance là, qui a une capacité de vendre de 2-3 000 véhicules au détail par année. Puis alors, on a commencé des démarches avec la ville, ça a pris quand même des années, puis finalement, on est venu à bout de faire approuver par la ville ce concept-là. Nous, on a fait coster ça, voir combien ça coûterait bâtir ce fameux bâtiment-là. Puis, quand on a eu les soumissions, les prix, puis tout ça, on trouvait que l'investissement, c'était beaucoup. Puis, pour la rentabilité d'une concession, on trouvait que c'était un peu étiré. Mais on a continué à aller de l'avant. Puis, finalement, on a fait affaire avec un développeur immobilier. On a vendu une partie du terrain. Puis, lorsqu'il était temps de vraiment se commettre pour débuter les rénovations puis la construction de la nouvelle bâtisse, on a refait recaster par le contracteur de projet. Puis, ça avait augmenté de 60%. Les coûts de construction avaient augmenté de 60%. Wow! Alors, on s'est retrouvé devant le fait que le modèle d'affaires ne tenait plus la route, ça n'avait pas de bon sens. Oui, et le modèle d'affaires qui tenait plus la route aussi, c'est parce que la concession, dernièrement, les marges sont de plus en plus petites. Vous aviez des investissements à faire selon les critères de Ford aussi pour vous mettre à jour là avec l'électrification, les véhicules électriques, etc. J'imagine que c'est un peu ça qui a pesé dans la balance, là. Ben, disons que ça a contribué. En fait, là, c'est sûr que on devait ajouter beaucoup de choses qu'on n'était pas habitué, notamment l'électrification de nos ateliers. C'était des investissements que historiquement on n'avait pas à faire, mais là, ça s'ajoutait à ce projet-là. Donc ça, évidemment, ça a contribué à augmenter l'investissement qu'on se devait de faire. Oui. Puis si on voulait continuer, c'est ce qu'il fallait faire. Fait que quand on a tout sous-pesé ça, ben comme je vous disais, on est arrivé devant la décision. On s'est dit ça n'a pas de bon sens. Je pense que s'embarquer, pour moi personnellement, moi j'ai 64 ans, puis je me disais bon, est-ce que j'ai le goût de me rembarquer pour 20-25 ans avec un projet de cette envergure-là? Oui. Finalement, la réponse a été non. Mais vous avez aussi, je pense, tenté de vendre la concession à ce moment-là à d'autres, notamment à des groupes, parce qu'on le sait maintenant, c'est de plus en plus des groupes de concessionnaires, des gros groupes qui ont plusieurs bannières et tout ça. Donc, vous avez tenté de faire cette vente-là et ça n'a pas vraiment fonctionné parce que peut-être même pour eux, ils trouvaient que l'investissement était trop important. C'est bien ça? Ouais. Ben en fait, nous, quand on a pris la décision de pas aller de l'avant, là, la famille, nous, on s'est dit, garde, nous autres, on se voit pas entreprendre un projet de ce grandeur-là. Fait que l'alternative qui nous restait, c'était de vendre. Donc, on a fait affaire avec une compagnie pour nous représenter, des SMA, là, qui sont des courtiers bien connus dans notre industrie pour vendre les concessions automobiles. Puis, ils ont commencé des représentations. En fait, je vous dirais, on a rencontré 7 groupes différents. On a initié les négociations avec eux, on a partagé des chiffres avec eux, puis ils ont fait l'analyse, les vérifications nécessaires pour aller de l'avant. Puis, en fait, on n'a pas été chanceux. Les 4 premiers qu'on a soumis à Ford, après avoir un peu démêlé ça avec eux, puis ça a été entendu un peu sur les grandes lignes d'une transaction, les 4 premiers n'ont pas réussi à atteindre les standards de la compagnie. La compagnie a refusé de leur accorder la franchise pour toutes sortes de raisons qu'on comprenait.
Puis finalement, là, je me suis tanné. Là, j'ai dit au manufacturier, si c'est comme ça, présentez-moi des candidats que au départ, vous allez considérer qui sont corrects. Fait qu'on a travaillé en équipe avec Ford. On a rencontré 3 autres groupes. Puis finalement, encore une fois, on s'est rendu assez loin dans les analyses de chiffres, puis les projections, puis les ventes, puis les dépenses, puis ainsi de suite. Puis dans les 3 cas, ces acheteurs-là se sont désistés. Un petit peu pour les mêmes raisons que nous, en fait, là, quand ils ont regardé l'investissement global qu'ils devaient faire, puis les projections de vente, puis les revenus, puis ainsi de suite, le modèle d'affaires ne tenait pas la route. Donc, ces gens-là se sont désistés. Fait que on s'est retrouvés devant le fait où on n'avait plus vraiment d'options. Donc, j'ai dû malheureusement annoncer il y a 2 semaines la fermeture de Fortier Auto. Mais selon votre expérience là dans l'industrie, est-ce que vous pensez que les constructeurs comme Ford, par exemple, sont de plus en plus exigeants là, comparativement à il y a 40 ans, par exemple? Oui, tout à fait. Je pense que oui, les exigences sont plus grandes. Moi, je me rappelle quand je suis rentré chez Fortier il y a 40 ans, c'était très modeste. L'emplacement, les buildings, les bureaux. Il y avait beaucoup de disparités, d'un magasin à l'autre. Il y avait pas de concept de construction uniformisé. C'était vraiment une autre époque. Aujourd'hui, on est à l'ère où les manufacturiers font des programmes d'image fréquemment, puis exigent aux concessionnaires de se conformer à ça. Ouais. Puis, à quelque part, ça fait bien du sens aussi, sauf que ça l'amène une lourdeur, c'est certain, aux opérations. Les investissements, on parle plus d'investissements petits, là, on parle de beaucoup d'argent évidemment, pour respecter ça. Oui. Vous êtes un concessionnaire indépendant. Comment vous voyez ça, les concessionnaires indépendants, dans le futur de l'automobile, dans les prochaines années? Parce que on en parle, les groupes prennent de plus en plus d'ampleur, non seulement dans les grandes villes, mais maintenant aussi en région. Faire affaire avec des groupes, ça a des avantages pour le client, par exemple, la proximité des concessions pour essayer plusieurs véhicules, puis tout ça, il peut avoir certains avantages, mais il y a des désavantages aussi. Comment vous voyez ça, vous? Si on regarde les statistiques là, que j'ai pas avec moi, mais on regarde la tendance, c'est certain que moi, entre le moment où j'ai acheté il y a 31 ans puis aujourd'hui, des groupes, il n'y en avait pas beaucoup il y a 30 ans. Aujourd'hui, c'est la majorité. On est rendu très peu. Puis à toutes les années, à chaque fois que des transactions se font, plus souvent qu'autrement, ce sont des groupes qui achètent les indépendants puis qui font grossir le groupe. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Je le sais pas. Il y a une chose qui est certaine, c'est que clairement, on comprend que un groupe a certains avantages, des économies d'échelle, au niveau de la main-d'œuvre, ils peuvent se permettre d'aller chercher des employés clés, dans le fond, puis qui peuvent se permettre de partager la dépense à plusieurs magasins. Ouais. Fait que c'est sûr que plus on avance dans le temps, plus on découvre que il y a beaucoup d'avantages à le faire. À cette heure, il y a quand même de la place pour des indépendants. Je suis pas prêt à dire qu'il y a plus de place pour les indépendants. Il y a de la place pour tout le monde, mais on voit que c'est en disparition. Oui, parce que vous mentionnez la main-d'œuvre, c'est un problème aussi qui est généralisé dans l'industrie automobile, trouver des mécaniciens qualifiés, trouver des... Fait que quand un grand groupe peut partager ces ressources-là à travers des concessions, puis à peu près manager, là, puis si je peux me permettre le terme anglophone, entre les concessions où est-ce que les efforts sont nécessaires. Mais quand vous êtes un indépendant, vous devez vendre un peu votre salade là, à ces employés-là potentiels. Absolument. Et ceux qui sont qualifiés, il y en a de moins en moins et se font prendre un peu par les groupes, là, j'imagine. Absolument. Vous avez tout à fait raison. C'est comme ça que ça se passe vraiment dans notre industrie. Puis l'autre chose aussi qui est avantageuse, je pense, pour un groupe, c'est que souvent, il y a des employés, quand on a des employés clés qui veulent arriver, qui veulent faire un avancement dans leur carrière, le fait d'être dans un groupe, souvent, ça génère plus d'opportunités. C'est quelqu'un qui a du talent puis qui veut grandir, souvent, quand quelqu'un est propriétaire de 6, 7, 8, 9, 10 concessions, quand il y a un employé qui a un bon potentiel, c'est plus facile de le faire grandir dans l'organisation que quand on est une organisation simple
Ou des fois, on a du personnel cadre clé, puis finalement, il n'y a pas grand place pour avancement pour les autres dans l'entreprise. Donc, je pense que oui, encore une fois, c'est un autre aspect qui fait que il y a un avantage à être un groupe. Oui. Et maintenant, vous avez 120 employés, je pense, chez vous, chez Forti Auto. Bon, évidemment, ces gens-là vont devoir se trouver un autre emploi. Je pense que vous travaillez là-dessus là, pour les aider en ce sens-là. Est-ce que vous êtes confiant, justement, que parce qu'il y a un peu une pénurie de main-d'œuvre dans votre domaine, que ces gens-là vont pouvoir se retrouver un autre emploi, probablement en espérant dans le même secteur ou dans le même secteur aussi géographique? Est-ce que vous êtes confiant qu'ils vont être capables de se relocaliser ailleurs? Oui. Je vous dirais là, qu'on a fait l'annonce vendredi de la semaine précédente. Là. Je me rappelle pas la date précisément, mais ça fait comme pas tout à fait 2 semaines. Ça va faire 2 semaines demain, puis je vous dirais que la majorité des employés sont placés ou ont une entente dans laquelle ils vont commencer à travailler. On a été très permissif, évidemment. Là, on a essayé d'aider les employés autant que possible, puis on le fait encore. Mais moi, déjà, dès que j'ai fait l'annonce, je recevais des téléphones de compétiteurs, des collègues des autres concessionnaires, puis pour nous demander s'ils pouvaient solliciter les employés. Fait que c'est sûr que nous, on joue le rôle de grand facilitateur là-dedans pour tout le monde. Puis jusqu'à présent, tu sais, comme vous dites, il y a tellement peu de main-d'œuvre de qualité disponible que ça a fait comme une... ça s'est envolé dans l'industrie. Tout le monde a sollicité les gens. Les employés sont appelés, ils passent des entrevues. On libère les gens sur des plages horaires pour qu'ils puissent aller passer des entrevues. Puis en même temps, ben ça crée un excitement dans la concession. C'est une drôle de situation. On n'avait jamais vu ça. C'est un peu une bonne nouvelle dans la mauvaise nouvelle, finalement. Exactement. Bon. Ben merci, M. Salotti, toute votre expérience dans l'industrie automobile, de nous avoir donné le pouls un peu de cette expérience-là, puis aussi du fait que vous passez à de nouveaux projets, puis on vous souhaite beaucoup de succès dans ces nouveaux projets-là. Ben, merci, c'est très gentil. Merci. Au revoir. Le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage. Hugues, on parle beaucoup de Ford dans cette émission. C'est un hasard. Oui, c'est juste totalement un hasard, en effet. C'est un hasard. Et puis, je pense qu'on va continuer dans le sujet en parlant de la toute première, la Mustang avant toutes les Mustangs, le concept Mustang 1. Oui. Alors, le début des années 60 s'annonçait prometteur. En effet, Henry Ford II dévoila en 1962 la nouvelle politique de la Ford Motor Company, Total Performance. Et un beau concept pour l'illustrer ne pouvait pas faire de mal. Bon, dans quel contexte on a introduit ce plan-là, ce nouveau plan pour ce concept-là? La situation est délicate. D'un côté, vous avez les cadres de Ford qui, à cette époque, marchent sur des œufs. La débâcle d'Edsel, 1958-1960, est encore fraîche dans toutes les mémoires. Mais la nomination de managers plus jeunes, Lee Iacocca en tête, fera bouger les choses. La pression externe du marché accomplira le reste. De l'autre côté, vous avez l'interdiction du support officiel des constructeurs à des équipes de course établies par l'AMA, l'Automobile Manufacturers Association, en juin 57, suite à un grave accident en NASCAR durant la Virginia 500 en mai 57. L'utilisation de la puissance et de la vitesse dans les publicités est aussi proscrite. Plusieurs marques continueront cependant à soutenir officieusement des écuries. Mais la demande du public s'avérera trop forte. Et c'est finalement Henry II qui brisera l'interdiction en 1962 en s'engageant officiellement avec une équipe de NASCAR. L'idée derrière Total Performance n'était pas juste de s'impliquer dans un ensemble d'activités de course, drag, course sur route, Indy et plus tard Le Mans, mais aussi de les dominer. Suivront des moteurs mythiques, le 390, le 427, le 429, mais bon, ça c'est pour une autre fois. Qui est à l'origine de ce concept-là, de la création du concept? C'est Gene Borlinat, vice-président responsable du style, qui envisage un coupé sportif, léger et ultramaniable pour personnifier cette nouvelle politique. Son projet est soutenu par Herb Misch, vice-président en charge de l'ingénierie. Il nomme Roy Lunn pour le développement technique et parmi les designers, on trouve John Nadjar, Jim Sipple et Phil Clark. Au printemps 1962, le programme W301 peut commencer.
Roy Lunn est un Anglais qui est entré chez Ford en 1953 pour être ensuite muté à Dearborn en 1958. Là, il sera l'ingénieur en chef de la GT40 en 1963-64 ou de la Boss Mustang 429 en 1968. Mais avant, il travaillera sur le projet Cardinal, une petite auto qui devait être placée dans la gamme en dessous de la Falcon. La Cardinal avait un moteur V4 et était une traction avant. Le modèle sera annulé peu de temps avant le début de la production, prévu pour le millésime 63 à cause d'un mauvais contrôle des coûts. Il sera transféré en Allemagne pour devenir la Ford Taunus P4. En 1971, Lunn quittera Ford pour Jeep, où il travaillera entre autres sur les AMC Eagle et Jeep Cherokee XJ. John Nadjar, quant à lui, réalisera de nombreux concepts Ford jusqu'en 1985, y compris la Lincoln Futura, alias la Batmobile de 1966. Enfin, Phil Clark travaillera pour Ford à Dearborn de 1962 à 1964, avant d'être muté en Angleterre, où il signera les lignes de la Ford Capri. Ça a pris combien de temps de développer ce concept de Mustang 1? Les délais sont extrêmement serrés. La voiture de sport doit être prête à l'automne pour la saison des salons de l'auto, ce qui laisse à peine 100 jours à l'équipe pour compléter le projet. C'est pour cela qu'est choisi la construction d'un châssis tubulaire recouvert de panneaux en aluminium. Lunn utilise logiquement le train roulant des Cardinal Taunus P4, qu'il retourne tout simplement pour le mettre en position centrale arrière. Le moteur est un V4 ouvert à 60 degrés de 1,5 litres, préparé dans 2 configurations. La configuration route, carburateur simple, 89 chevaux et 89 livres-pieds de couple, ou une configuration circuit, carburateur de corps, 109 chevaux et 99 livres-pieds de couple. Il est refroidi par des entrées d'air sur chaque côté. La boîte de vitesse est une manuelle à 4 rapports. Les suspensions sont indépendantes aux 4 roues, la direction à crémaillère et les freins à disque avant sont complétés par des tambours à l'arrière. Les lignes sont extrêmement compactes, 2,29 m d'empattement, 3,92 m de longueur et seulement 1 m de haut, et le poids réduit, 701 kg, dont 46,9% à l'avant. La proue pointue intègre des phares escamotables à commande manuelle. L'intérieur est original avec des sièges fixes afin d'augmenter la rigidité de l'ensemble. Ce sont les pédales et le volant télescopique qui sont ajustables. Le passager bénéficie quant à lui d'une barre de soutien. Pour gagner du temps, c'est le carrossier Trotman & Barnes de Culver City en Californie qui assurera la construction du prototype. Cette compagnie est reconnue pour la fabrication de voitures de sport, notamment pour les écuries Chaparral et Scarab, ainsi que pour d'étonnantes conversions de modèles de série, dont une Porsche 911 4 portes faite en 1968 et 2 Porsche 914 pick-up faites en 1972. Les plans sont envoyés début juin 62 et la voiture est livrée chez Ford fin septembre pour les tests finaux avant le dévoilement. Une version statique sans mécanique et avec une carrosserie en fibre de verre sera aussi construite. On voit l'image, elle nous fait un clin d'œil avec ses phares escamotables, c'est intéressant. C'est la commande manuelle. La commande manuelle avec le bras, il faut le souligner. Quand est-ce que c'est dévoilé, ce concept-là? Le concept est dévoilé le 7 octobre 1962 lors du Grand Prix des États-Unis sur le circuit de Watkins Glen. Pour l'origine du nom, 2 théories s'affrontent. C'est soit John Nadjar qui l'aurait choisi de par son amour des avions et notamment du chasseur North American P51 Mustang, ou bien c'est Phil Clark qui aurait développé ce thème dès ses années de formation au Art Center School of Design en Californie. Ce dont on est sûr, c'est que c'est bien Phil Clark qui a dessiné le logo du cheval au galop. Ce jour-là, lors de la présentation, c'est le pilote Dan Gurney qui assurera la présentation dynamique autour du circuit, atteignant les 180 km/h en pointe. La presse annonce alors que l'auto pourrait être produite en série afin de concurrencer la Corvette. Dans son édition de janvier 63, le magazine Car and Driver en effectue un essai en configuration route et conclut que, je cite, « Cette auto mérite d'être construite et qu'elle fournira une précieuse inspiration à des constructeurs moins audacieux ». Ensuite, la Mustang Roadster sera présentée sur d'autres circuits ainsi que dans différents salons de l'auto nord-américain. Elle fera aussi le tour des campus d'université pour attirer l'attention des futurs diplômés sur Ford, soit pour réaliser un achat, soit pour aller y travailler avant d'être montrée en Europe. À son retour du vieux continent, l'auto échappera de peu au broyeur, destin alors traditionnel de nombreux véhicules concept, pour être finalement donnée au musée Henry Ford en 1975. Elle sera restaurée en 1980 pour célébrer le départ de Gene Bordinat à la retraite, qui était l'initiateur du projet, et l'auto y est encore aujourd'hui exposée. Mais là, il y a une légende urbaine autour de ce prototype-là. Alors oui, il a souvent été écrit que ce concept était prévu pour être mis en production aux alentours de $2500 US,
et que c'est l'Iacocca en personne qui s'y est opposé. Eh ben, rien n'est moins vrai. Tout d'abord, à cause de la nature extrêmement niche de l'engin, c'est une stricte de place, pas de coffre, pas de toit. L'absence de gros moteurs n'aurait pas aidé non plus dans une Amérique complètement accro au V8. Ensuite, parce que la chronologie ne fonctionne pas. Alors, c'est effectivement l'Iacocca qui a créé la Mustang avec le soutien du comité Fairlane, nom du restaurant, le Fairlane Inn, où ils se réunissaient après les heures de bureau pour parler de ce projet. Ce comité informel a pour but d'imaginer les produits de l'avenir. Ses membres analysent les données démographiques et réalisent que les baby-boomers vont bientôt être en âge d'acheter leur premier véhicule. À l'époque, les constructeurs développent des autos en quête de marché, mais pour la première fois, il y a un marché en quête d'autos. Fin 1961, les grandes lignes du projet sont fixées. Moins de $2500, 4 places, personnalisation maximum, capot long, utilisation de la plateforme de la Falcon pour réduire drastiquement les coûts. Une obligation car beaucoup de gens en interne ne croient pas à la Mustang, toujours par rapport avec l'échec de l'Edsel. Et la présentation est prévue à l'exposition universelle de New York en avril 64. Dès lors, le concept Mustang 1 ne rentre pas dans les plans d'Iacocca puisque son développement commence déjà au printemps 62. Ben là, l'héritage qui a été laissé par ce concept-là, Mustang 1, c'est quoi? Tout d'abord, il y a le nom, tout simplement. Ouais. Initialement, la voiture de série devait s'appeler un temps Torino, puis Cougar. Et c'est finalement John Conley de l'agence G. Walter Thompson qui suggérera Mustang. Le fait qu'il ait déjà été utilisé par Ford en facilitera le choix. Pour créer le lien entre le concept et le modèle de série, Ford présentera au Grand Prix de Watkins Glen en 1963 le concept Mustang 2, la Mustang Roadster devenant alors simplement Mustang 1. La Mustang 2 est assez proche de la version de route, mais reprend les couleurs blanc avec des lignes bleues de la Mustang 1. Ensuite, au niveau de l'héritage, il y a le logo. Et enfin, 2 éléments de design de la Mustang Roadster seront utilisés en production, les clignotants ronds en position basse à l'avant et les entrées d'air latérales derrière les portes, non fonctionnelles sur le modèle de série. Malgré un impact très limité sur le modèle de production, la Mustang 1 aura parfaitement rempli son rôle de concept en permettant au public de se familiariser avec la nouvelle orientation de Ford. Elle marquera le point de départ d'une décennie glorieuse pour la compagnie à l'ovale bleu. And the rest is history. And the rest is history, comme ils disent. La popularité de la Mustang qui est encore toujours au galop. Merci Hugues pour cette chronique rétro de la Mustang qui a parti toutes les Mustangs. Laissez faire votre clignotant. Entrez directement dans le guide de l'auto. Gabriel, on a parlé souvent des véhicules de la division N chez Hyundai ici dans tes essais. Cette fois-ci, on a dévoilé une Elantra N TCR qui est Touring Car Racing. Puis toi, tu as mis la main dessus assez rapidement pour faire un essai. Une voiture qui est quand même assez flamboyante, on va se le dire. On l'a vu dans le stationnement tantôt avec un aileron, etc. Mais c'est quand même très compétent sur la piste. Puis toi, tu as pu en faire quelques tours avec. Oui, effectivement. Donc, on est allé faire un tournage du côté du circuit de Mécaglisse avec cette voiture hier pour l'émission Le Guide de l'Auto. Donc, ça va être diffusé quelque part cet hiver. Mais évidemment, on a des images aussi à vous montrer de ce véhicule-là parce qu'un collègue aussi s'est rendu du côté de l'Ontario pour conduire aussi ce modèle. Mais essentiellement, le TCR pour Touring Car Racing. Alors, Hyundai, la division N, est très présente en course d'endurance dans cette catégorie-là pour voitures de tourisme modifiées. Et donc, ils ont d'ailleurs gagné 5 fois les 24 heures du Nürburgring dans cette catégorie-là, dans ce créneau-là. Et pour commémorer tout ça, ils ont décidé de prendre la Elantra N et d'en faire cette version spéciale TCR. Et comme vous pouvez le voir, là, évidemment, point de vue look, vous avez un immense aileron en fibre de carbone qui est ajustable sur 8 positions sur cette voiture, notamment. Donc, Active Aero, là. Pas active, mais parce qu'il faut l'ajuster. Qui n'est pas juste pour le look du véhicule. Là. Mais ce qu'elle fait, en fait, ce qu'il fait, cet aileron arrière, c'est qu'il permet justement d'avoir un certain appui sur le train arrière
à haute vitesse, il faut bien le dire. Là. Mais il n'y a pas que ça sur cette voiture. Il y a, par exemple, des nouveaux freins à l'avant avec des étriers à 4 pistons. Ils sont vraiment massifs. Et on a aussi une suspension avec un amortissement un peu plus ferme. Essentiellement, là, sur le plan technique, c'est une Elantra N, donc le même moteur Theta 2, le 4 cylindres de 2 litres, 276 chevaux, 289 livres-pieds de couple. Mais encore une fois, les freins surdimensionnés, l'aileron arrière et aussi une montre pneumatique. Alors, tenez-vous bien, là, la montre pneumatique d'origine, c'est des Michelin 4S, des Sport 4S, mais il est possible d'opter pour des Sport Cup 2. Et d'ailleurs, la voiture d'essai que j'ai mis à l'essai sur le circuit hier et que je conduis en ce moment sur les routes de Montréal et du Québec, est équipé de ces fameux Sport Cup 2. Et ça va comment sur nos si belles routes? Alors, voilà. Et dans la pluie, là parce qu'on voyait... Alors, exactement. Donc, pour vous situer rapidement, là, c'est le genre de pneus qu'on met sur une 911 GT3 RS, qu'on met sur des Lamborghini, des Ferrari, etc., etc. Donc, des pneus qui collent vraiment une fois qu'ils sont montés en température et qui sont presque des semi-slicks. Donc, effectivement, lorsqu'on roule sous la pluie, ça devient très, 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 très délicat, pour ne pas dire à ne pas conseiller. Plus, voilà, exactement. Mais toujours est-il que sur le circuit, c'était vraiment, vraiment cool de conduire cette voiture-là, qui a beaucoup de grip. Les sensations de conduite sont très proches de celles d'une Type R, de Civic Type R, par exemple, de Honda. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est disponible de série avec une boîte manuelle 6 vitesses. Donc ça en fait déjà un unicorn, comme on dit. Mais vous pouvez opter aussi pour une boîte double embrayage à 8 rapports. Et donc, l'échelle de prix, là, pour vous situer rapidement, 42 821 $ pour le modèle de base, on va le dire comme ça, avec la boîte manuelle 6 vitesses. Et avec la boîte DCT, on rajoute 1 600 $ pour cette option-là. Vous avez un affichage spécifique avec évidemment les modes N. Vous avez le bouton Rev aussi sur le volant qui vous permet de rehausser la puissance d'à peu près 10 chevaux pendant une courte période de temps. Bon, c'est donc avec évidemment le marqueur à la position midi sur le volant, les sièges sport qui maintiennent vraiment bien en place. Donc, c'est effectivement une version... Déjà que la Elantra N, c'est un véhicule de niche. Ils en ont vendu 629 au Canada l'an dernier, 171 au Québec. Et celui-ci, la Elantra N TCR Edition, c'est encore plus niché. et à ne pas mettre entre toutes les mains. En fait, c'est un véhicule très, très performant, effectivement. Mais sur le circuit, encore une fois, ça a été un véritable plaisir à conduire. Sur la route, un peu moins, on entend les bruits de roulement, le bruit du moteur aussi. Est-ce que c'est très ferme? C'est assez ferme comme amortissement. Et aussi, pour avoir été en ligne pour le pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine hier pendant à peu près 45 minutes, de jouer de l'embrayage, après 45 minutes, c'est un peu lassant, mais voilà. On est moins habitué à ça. Voilà. Merci, Gabriel, pour ça. Merci, les gars, d'avoir été ici encore aujourd'hui. Puis merci à tout le monde à la maison de nous avoir écoutés pour une autre émission du Guide de l'Auto. On vous revient la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Bonne semaine. Tous les épisodes du Guide de l'Auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.